choisi le nom de leur groupe théâtral en référence à une expression mathématique. Ils s'interrogent sur ce qui se passe dans la tête d'un chercheur, organisent des campements scientifiques et développent même leur propre méthode. Les N+1 sont aujourd'hui dans le podcast du Quai des Savoirs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Laurent. Et oui, l'occasion était idéale pour échanger avec ce groupe de recherche sur sa démarche singulière de travail art-science. Nous les accueillons actuellement en résidence de création pour leur prochain spectacle, Le Feu de l'Action. Mais avant cela, Mariette, dans votre chronique Vue sur le web, vous allez revenir sur la façon dont le spectacle vivant s'est réinventé pendant le confinement. Oui, on décroche son téléphone aujourd'hui pour une initiative artistique qui continue à faire dialoguer les théâtres avec leur public, malgré confinement et fermeture sanitaire. Et pour terminer, je vous parlerai du livre indispensable pour démarrer 2021 avec le sourire, si c'est possible. Vue sur le web, ou plutôt entendu par téléphone. Aujourd'hui, Mariette, une initiative originale, celle des consultations poétiques. On écoute un extrait de celle du Théâtre de la Ville de Paris. Allô ? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je viens à vous pour une consultation poétique. Ah, super, attendez, alors je me prépare. Alors, préparez-vous, prenez votre temps. Oui, vous êtes inscrit pour une consultation poétique avec le Théâtre de la Ville. Depuis quasiment plus d'un an, les confinements sanitaires et les fermetures qui en découlent impactent le fonctionnement et la raison d'être des établissements culturels, notamment les théâtres. Lieu de vie, de rencontre, de dialogue entre spectatrices et spectateurs, l'échange est interrompu par cette absence du public face à la scène. Mais show must go on. Les théâtres, comme nombre de leurs confrères et consoeurs de la culture, donc, se sont adaptés à la situation et ont innové pour maintenir le lien avec leur public depuis chez eux, malgré ces fermetures et confinements. Et notamment grâce au téléphone. Alors, non pas pour visionner des représentations en Facebook Live ou chatter ou tweeter via des applications de réseaux sociaux, non, un simple appel téléphonique pour se rencontrer à l'autre bout du combiné. Ainsi, le Théâtre de la Ville de Paris a lancé au mois de mars 2020 donc ces consultations poétiques par téléphone, une adaptation de leur format face public qui existe lui depuis 2004 et qui se tenait hors les murs, dans des cafés, des centres commerciaux, des bibliothèques, afin de, je cite, donner un poids nouveau aux mots pour permettre un voyage immobile et partagé entre deux personnes au bout du fil. Un beau programme, Et donc au mois d'avril, les scientifiques et médecins les ont rejoints et les consultations scientifiques donc sont nées de cette initiative. Astrophysiciens, biologistes, neurochirurgiens, ce sont en tout 8 personnalités du monde scientifique qui conversent avec vous autour de 6 thèmes. Concrètement, comment ça se passe ? Donc, tout d'abord, on s'inscrit au préalable donc, sur leur site pour avoir un créneau, puis l'entretien se fait par téléphone et dure entre 20 et 25 minutes. Donc, pour la conversation poétique, la consultation débute par des petites questions. Où êtes-vous ? Comment allez-vous ? Puis une discussion donc suit pour proposer un remède poétique. Un poème est lu, une chanson est chantée ou un morceau de musique est joué. Et même une prescription poétique peut vous être délivrée à la fin de la consultation. Pour les conversations scientifiques, après un petit temps d'écoute et de discussion avec la personne inscrite, les scientifiques proposent une réflexion autour du thème abordé et un dialogue se tisse donc entre questions et réponses. C'est un format qui est également décliné à destination des scolaires, mais aussi dans les hôpitaux, comme à la Salpêtrière pour les personnels et patients de l'hôpital. Et également, il y a des conversations musicales et dansées qui ont vu le jour, puisque des musiciens et des danseurs ont rejoint donc le mouvement. Depuis mars 2020, ce sont plus de 12 000 poèmes qui ont été partagés, plus de 10 000 personnes appelées et 105 consultants mobilisés, avec désormais plus de 19 langues dans lesquelles sont déclinées les conversations. D'autres initiatives de ce type ont pu voir le jour lors du premier confinement, avec par exemple au Creux de l'Oreille du Théâtre de la Colline, dont du 16 mars au 7 mai 2020, 250 artistes amis du Théâtre de la Colline ont offert au téléphone lecture de poésie, de théâtre, de littérature, de musique, de quelques minutes ou plus. Et plus récemment, le musée Paul-Éluard de Saint-Denis qui vous propose de passer 1 minute poétique au téléphone chaque soir. En réalité, plutôt une petite quinzaine de minutes quand même, avec des comédiens et comédiennes qui vous appellent au téléphone pour vous lire des textes du célèbre poète. J'espère que ça doit donner envie de tester tout ça. Et puis vu qu'on est plutôt disponible en ce moment après 18h, moi en tout cas je vais vite réserver un créneau pour profiter aussi de ce petit moment de poésie au bout du fil. Merci Mariette et tous les contacts seront indiqués sur le site web du Quai des Savoirs.
De la logique, de la poésie, des mathématiques, des neurosciences, de la participation citoyenne, une bonne dose d'humour absurde et même un zeste de surréalisme. Voilà une des nombreuses recettes du groupe N+1. Pour mieux les connaître, Marina, vous avez invité Michael Chouquet, vous êtes acteur, auteur et metteur en scène et vous avez participé à la naissance du groupe des N+1 au sein de la compagnie des ateliers du spectacle. Bonjour Michael. Bonjour Laurent. Balthazar Daninos, vous êtes metteur en scène et comédien et vous avez également participé à la création du groupe des N+1. Vous intervenez dans tous les projets de la compagnie et vous avez notamment coordonné la construction d'un campement scientifique. Bonjour Balthazar. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, est-ce que vous êtes reconnu dans cette recette improvisée pour vous présenter aujourd'hui ? Oui, très bien, très bien. Il manque peut-être l'ingrédient, alors ce serait qui manquerait, serait quoi? Le territoire, la situation territoriale, ouais. On y reviendra peut-être après. Alors, la compagnie des ateliers du spectacle, c'est tout un univers bien particulier, souvent décalé, que vous avez constitué. Et parmi les formats qui vous ont largement positionné sur ce créneau Art Science, ce sont les impromptus scientifiques. Alors, ce que je vous propose, c'est d'entrer dans le vif du sujet en écoutant un court extrait dans lequel vous, Balthazar, échangez avec David Robb, qui est chargé de recherche à l'INSERM. Il est question d'un sujet très sérieux, la maladie de Parkinson, mais il est également question de récompenses et de noisettes. Écoutons. Alors David, je vais te poser une question. Ok. Et si tu réussis à y répondre au bout de 25 secondes, ni trop avant, ni trop après, tu obtiens une récompense, une noisette. Génial. J'adore les noisettes et j'ai une faim d'écureuil. Peux-tu nous expliquer ton sujet de recherche en termes scientifiques? En 25 secondes. Ok. Je m'intéresse au striatum, une région de notre cerveau qui dysfonctionne dans la maladie de Parkinson. Et notre équipe s'intéresse à tester l'hypothèse qu'il y a une compétition entre deux groupes de neurones qui détermine le coût de l'action. Bravo, pas mal. Noisette. Je pense que c'est mérité. Alors, on est très loin de l'ambiance de ma thèse en 180 secondes et pourtant, vous vous attaquez à des sujets plutôt ardus. Est-ce que c'est ça, un impromptu scientifique ? Balthazar, tu veux... En tout cas, on s'attaque à des sujets ardus parce qu'on s'attaque à des chercheurs ardus, disons, qui travaillent d'arrache-pied, en tout cas sur des sujets complexes, forcément. Et donc, l'idée de l'impromptu scientifique, c'est de rendre sensible à la fois cette recherche complexe, mais aussi une façon de chercher, de se poser des questions, un chercheur singulier, en fait, qui s'y prend aussi à sa façon. Et voilà, c'est ça qu'on essaye de mettre en scène et de rendre sensible dans les impromptus. Souvent, on dit qu'on... Pardon, je rebondissais sur ce que tu disais en disant que souvent on essaye de s'échapper du terme de vulgarisation scientifique qui préside souvent à des actions comme ça, art et sciences, parce que des fois tout simplement c'est impossible. Par exemple, quelqu'un qui travaille, un mathématicien avec lequel on a fait un impromptu sur les foncteurs polynomiaux et qui discute de sa recherche avec à peu près... C'est ardu. Voilà. Les quoi? Les foncteurs polynomiaux? Voilà. Et lui, il peut parler de ce qu'il fait à peu près 10 personnes dans le monde qui peuvent le comprendre. Donc, autant dire que nous, braves citoyens, artistes, on n'est pas prêts d'y comprendre quelque chose. Et donc, c'est pas à cet endroit-là vraiment que ça se situe, mais plutôt, comme tu le disais, Balthazar, rendre sensible. Voilà, rendre sensible. Et c'est autant cet individu, sa relation à la recherche, c'est d'essayer d'appréhender qu'est-ce que ça peut être un chercheur, une chercheuse qui s'intéresse à un sujet. C'est ça, c'est qu'en fait, en me baladant un peu sur votre site internet, j'ai vu que vous vous intéressiez effectivement à tout type de disciplines. Ça peut être la thermophysique, la technologie des biomasses, les réseaux neuronaux épileptiques, les maths, la psychologie et systèmes complexes. Toutes les disciplines, en fait, peuvent rentrer dans le champ d'un impromptu scientifique. Tous scientifiques, alors les scientifiques de tout poil, comme vous les appelez, comment vous les trouvez, les scientifiques de tout poil? Comment vous les castez? Comment vous les castez? Alors, pour faire une petite différenciation dans le vocabulaire, dans le vocable N+1, on dit les chercheurs scientifiques d'un côté et les chercheurs de tout poil d'un autre, qui vont justement les différencier du fait qu'il y en a un qui est scientifique pour de bon et l'autre pas. Mais il n'empêche que celui qui ne l'est pas peut par ailleurs être chercheur.
Voilà, ça c'est une petite précision. Mais... Elle est importante. Et ensuite, sur comment est-ce qu'on les rencontre, d'ailleurs, dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que on les a d'abord rencontrés pour la création de nos spectacles. En tout premier, c'est parce qu'on a eu envie de créer un spectacle sur si on pouvait mettre les pieds dans la tête d'un chercheur en mathématiques quand il fait des maths, à quoi ça pourrait ressembler. Ça, c'était notre question initiale. Et là, on a passé beaucoup de temps dans un laboratoire de mathématiques, particulièrement celui de la faculté de Nantes, le laboratoire Jean Leray, où on a passé du temps à observer, questionner et, de notre côté, ensuite tenter de représenter l'espace mental d'un mathématicien. Et alors du coup, donc vous parliez de poésie, d'un autre regard, mais finalement, le scientifique qui intervient, celui qu'on entend qui parle de la maladie de Parkinson, il arrive à aborder son sujet avec beaucoup de recul. Alors, on n'est pas dans de la vulgarisation, il est vraiment effectivement dans le partage de ce qu'il fait, mais il y a quand même cette touche d'humour, cette touche d'autodérision qui fait que ça passe hyper bien. Comment est-ce que vous construisez cette relation de confiance avec un scientifique ? Parce que tous les scientifiques ne sont pas ni des bons vulgarisateurs, ni forcément des acteurs nés, ni des scientifiques de tout poil. Oui, parce que là, vous les mettez sur scène en plus. Ils sont sur scène avec vous. Déjà, il y a un premier filtre qui opère, c'est que... Déjà d'avoir cette envie de participer à une expérience comme ça, c'est pas tous les chercheurs, parce que déjà ils n'ont pas toujours le temps, pas toujours cette ouverture, cet attrait aussi pour ce genre de choses, donc c'est normal. Donc déjà il y a un grand... Enfin, ça sélectionne un chercheur déjà qui a vraiment cette envie. Et après, ça se fait petit à petit, le processus prend plusieurs mois, donc... ça se fait vraiment, on rentre dans son sujet, on plonge dans son sujet, on a des vrais échanges autour de son sujet, et puis petit à petit on fabrique, on écrit quelque chose ensemble, et le chercheur en fait il se prend au jeu en fait petit à petit, et je pense qu'il n'a pas une idée au départ de exactement tout ce à quoi il s'expose. Quand il dit oui au début. Voilà. Et au final il en ressort, ils vous font quoi comme retour les uns ou les autres ? Des retours enthousiastes, franchement, de manière générale, vraiment, parce que je pense que c'est des questions qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de se poser, des manières de considérer à la fois leur domaine et leur relation à la recherche, ou peut-être, voilà, je pense que globalement, souvent c'est un peu nouveau, disons, cette manière de regarder le problème. Voilà, donc ils sont tout à fait ravis. Et puis ce qui crée cette relation aussi, comme je disais, c'est que souvent, c'est pas systématique, parce que des fois c'est pas le cas, mais souvent c'est des gens qui ont participé avec nous à des créations et qui sont déjà, donc du coup, qui ont mis un premier pied dans des protocoles, des jeux d'invention participatifs qu'on est allé faire, par exemple, dans leur labo, où on a passé quelques jours et où on a invité tout un tas de chercheurs à inventer des trucs avec nous. Donc déjà, et ils ont souvent connaissance aussi de notre travail artistique, de spectacles. Voilà. Donc tous ces éléments-là aussi, ils participent à faire que ils sont dans une bonne disposition, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous fascine chez les chercheurs, Balthazar ? Pourquoi avoir voulu dès le début faire des spectacles avec des chercheurs ? En fait, déjà, c'est pas un vrai choix dans le sens... C'était pas un calcul. C'est tombé comme ça. On a rencontré une chercheuse de tout poil, disons plutôt dans le vocable du coup, qui a été précisé, Clémence Gandillot, et on a été très étonnés parce que c'était du coup pas du tout une scientifique et en même temps elle s'était posé des questions, elle avait fait une vraie recherche sur les choses, sur les mathématiques, et en fait on a créé le groupe N+1 vraiment en adoptant cette posture de s'autoproclamer chercheur. Ensuite, il se trouve que je pense que ça résonne chez nous. Moi, j'ai fait des études scientifiques bien avant ça, et donc je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, c'est une sorte de curiosité un peu que j'ai peut-être de garder de cette époque-là. Une sorte de plaisir à s'emparer d'un problème et d'essayer d'y répondre par soi-même, d'inventer une solution.
Donc finalement, voilà, c'est ça qu'on aime bien chez les chercheurs, parce que la complicité qui se crée entre nous, elle vient aussi du fait que nous, on est vraiment dans une attitude de recherche, c'est-à-dire qu'on se demande comment on va réussir à inventer une forme en fait qui va correspondre à ce qui se joue avec ce chercheur. Et du coup, le chercheur, il est complice de ce mouvement. Donc, on se retrouve vraiment ensemble à se poser des questions et se dire comment ça, là, on va essayer de l'exposer, de le mettre en jeu sur la scène. Oui, vous êtes dans une sorte d'attitude un peu pareille. Vous avez un regard sur ce qui vous entoure et avec cette envie, cette curiosité, ce questionnement que vous partagez en fait avec les chercheurs scientifiques. Oui, tout à fait. Ah, effectivement. Enfin, d'ailleurs, sur le site, vous vous définissez comme un groupe de recherche, finalement. Donc, et puis, pour rebondir sur ce que disait Balthazar, vous avez effectivement mis en place tout un protocole, tout un système d'aller-retour au fur et à mesure entre ces rencontres au départ, et puis les échanges, et puis les allers-retours. Et vous lui avez même donné un nom à ce protocole. La médote. La médote. La médote, c'est un mot qu'on a inventé justement, précisément au moment de l'apéro mathématique, le spectacle dont je parlais tout à l'heure. Un apéro, on en rêve en ce moment. Et c'est que on s'est dit, tiens, ce qui nous intéresse justement, c'est les manières de faire singulières de ces chercheurs en mathématiques, puisqu'on avait bien l'intuition que pour mettre les pieds dans la tête d'un chercheur, si on allait mettre les pieds dans la tête de Aurélien Diamant ou dans la tête de Vincent Collin, ça allait pas avoir le même, on n'allait pas tomber dans le même paysage, quoi. L'environnement était différent. Voilà, l'environnement était différent. Sauf que si on les prenait sous l'angle de la méthode scientifique, c'est-à-dire si on leur disait quelles sont vos méthodes, etc., et qu'ils nous faisaient un cours d'algèbre ou de géométrie, et ça allait pas nous renseigner des masses par rapport à cette question-là. Et du coup, ce mot de médote, il est venu à ce moment-là pour qualifier vraiment leur méthode, mais personnelle, particulière, singulière, et possiblement pas du tout méthodique, donc qui ouvrait la voie à l'intuition, le hasard, tout un tas de choses très intéressantes, très présentes chez les mathématiciens. Et il y avait une tension à ce moment-là qui était... Parce que les mathématiques, on se dit, c'est une cathédrale, ça bouge pas. Enfin, non, comment dire, c'est une jungle. Les choses sont... Et en fait, c'est beaucoup plus... les maths. Voilà. Donc, et ce mot de médote, en fait, effectivement, nous, on peut dire, on a notre médote de travail en relation avec ces chercheurs scientifiques et de tout poil avec lesquels on collabore, pour l'élaboration de nos spectacles, pour l'élaboration de tout un tas d'actions. Par exemple, quand on fait un campement scientifique, là, Laurent, vous en parliez au début. Donc, il y a un moment où, avec un objet de recherche, où on réunit tout un tas de chercheurs, tout un tas d'artistes et du public à considérer cet objet de recherche et à travailler autour, quoi. Là, voilà, tout ça, c'est une médote et la médote a sa rigueur. Que la rigueur ignore. Voilà. Elle était facile. Alors, en parlant de médote, vous avez récemment, alors qu'on pouvait encore partager la même table, proposé un grand banquet de la médote. Et alors, plus que la scène, c'est tout l'espace que vous avez partagé, mais aussi l'écriture et la prise de parole et de voix. Alors, je vous propose d'écouter un court extrait de cette expérience assez incroyable où on a presque l'impression d'entrer dans un lieu de culte. Voilà, vous pouvez vous lever 2 minutes, comme ça, c'est juste parce qu'en fait le corps se libère, c'est un geste vocal corporel. Voilà. J'observe, je mourre. Oui, c'est ça. Je touche, j'échange, je lis, j'anticipe, je bidouille, je rêve, je teste, je rate, je trie. Alors c'est une scène presque surréaliste. On entend des termes comme j'observe, je doute, j'anticipe, je bidouille, je râle. Ou encore, je fais des listes à faire. Pas je râle. Hein. Pas je râle. Je rêve. Je rêve. Ouais. Alors donc c'est très personnel, effectivement. Qui sont ces gens et de quoi nous parlent-ils ? Ces gens sont une vingtaine d'acolytes qui sont soit des scientifiques, soit des artistes qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la vie du campement scientifique de l'automne 2019 que nous avons fait à Apt, dans le Vaucluse. Et donc il y a
cette vingtaine de personnes qui sont des complices, disons, de la forme qu'on met en œuvre. Et puis ensuite, les autres qu'on entend sont 100 personnes qui sont du public, du tout public. Et l'idée, c'était de réunir tous ces chercheurs qui ont travaillé au campement et de faire le banquet de notre méthode commune, c'est-à-dire il s'agissait de s'interroger sur la recherche. Et le projet, c'était d'en faire un chant. Un chant. Bon, on a entendu, là, il n'y a pas de doute sur le mot. Là. Il chante très juste, d'ailleurs. Liturgique. Et pour ce chant, on a travaillé avec Marc Sologoub, qui est un acteur, chanteur, chef de chœur, et qui est, alors peut-être le caractère liturgique, ça vient du fait que Marc, il vient d'une famille russe protestante, et qu'il est très attaché à la musique populaire, et que finalement tout se recoupe, et donc on a comme ça un son un peu traditionnel qui se dégage. Mais c'était effectivement ce qu'on a entendu, un petit bout de ce chant qui s'est inventé ce soir-là, dans une sorte de performance participative, où on mangeait, on philosophait, on chantait, autour de qu'est-ce que c'est que la recherche, quoi. Et du coup, tous ces verbes, toutes ces expressions sont des qualificatifs de la recherche des personnes que vous aviez autour de la table. Absolument. En fait, on commençait par créer le texte de ce chant en direct avec les gens. Donc, moi, je passais dans l'audience avec un microphone et je posais la question, qu'est-ce que c'est la recherche pour toi? Et quelqu'un disait, pour moi, c'est faire des listes de choses à faire. Ou un autre me disait, pour moi, c'est je sais pas quoi. Écoutez Georges Brassens. Observer un phénomène. Écoutez Georges Brassens, ça c'est Hugues Potier, un physicien quantique de Saclay. Voilà. C'est sa méthode à lui. Voilà. Ce qui est étonnant, on n'imagine pas que des physiciens qui travaillent sur la supraconductivité écoutent Georges Brassens en bossant. Si. Oui, mais c'est ça qui est bien dans votre travail, c'est que vous montrez qu'il n'y a pas de séparation entre d'un côté la science, de l'autre côté la culture ou l'art. On essaye en tout cas d'être dans une réflexion transversale, effectivement, avec tout un tas de gens différents. Alors du coup, on parlait là de ce banquet qui était un résultat du campement scientifique de Apt. Dans la présentation, on parlait de la coordination de ce campement. Est-ce que c'est vous, Balthazar, qui avez coordonné ce campement scientifique? En fait, vous partez en immersion totale sur un territoire. Qu'est-ce que c'est un campement scientifique, en fait? Alors, un campement scientifique, c'est quelque chose qu'on a fait à plusieurs occasions. Et le principe, c'est d'inviter des chercheurs scientifiques, mais aussi des chercheurs artistes, à se retrouver sur un terrain pour mener des expériences. Donc, un peu comme si on était en expédition scientifique et qu'à un moment donné, on se pose quelque part pour réaliser avec le public des expériences qui vont donner lieu à des expériences spectaculaires, ludiques, et puis il y a aussi des vrais spectacles qui ont impliqué des chercheurs à un moment donné. Ces impromptus scientifiques, puisque ces chercheurs qui viennent aussi du coup raconter leurs travaux de recherche. Donc voilà, c'est une sorte de festival un peu de formes et de choses un peu étonnantes, hétéroclites, et autour de la recherche, avec à chaque fois un sujet de recherche quand même. On vient chercher autour de quelque chose. Donc là, ce campement, c'était un campement autour de l'action. On est en train d'organiser un futur campement qui sera autour du son. Voilà, donc à chaque fois, il y a un objet de recherche. Comment vous définissez cet objet de recherche? C'est issu de... c'est des objets qui viennent les uns après les autres? C'est une réaction à l'actualité? C'est vos préoccupations artistiques? Ça peut être nos préoccupations artistiques pour l'action. C'était vraiment ça, puisque nous, du coup, avec le groupe N+1, on travaille sur cette notion d'action depuis 4 ou 5 ans. Donc là, c'était vraiment le point de départ. Ça venait de nous. Et on a invité du coup des gens à venir travailler là-dessus. On a par exemple Hugues Potier, ce physicien, avec une poétesse marseillaise. Ils ont emmené un groupe de spectateurs en expédition. Et puis le prochain campement sur le son, non, c'est moins lié directement à nos préoccupations directes, quoique finalement ça finit par un peu par porosité et capillarité, ça commence à aussi... on travaille en fait de plus en plus sur le son, mais c'est plus lié à un peu des concours de circonstances dans la compagnie. Le créateur de la compagnie, Jean-Pierre Laroche, la compagnie Les Ateliers du Spectacle, il a tout un projet autour du son. Il a appelé ça des leçons de son, des pièces sonnantes et trébuchantes, donc un ensemble de petites pièces. Donc c'est un peu lui qui nous a donné cette impulsion de
de partir dans cette voie. Et du coup, on va rencontrer des scientifiques sur différents sujets autour du son. Alors, ça, c'était le son. Vous avez parlé de partir en expédition, d'emmener les gens avec vous. Alors, on devait vous accueillir à l'automne dernier, mais ce n'est que partie remise sur un projet qui s'appelle l'École du risque, qui n'est même plus un projet, maintenant qui est un spectacle. Alors, vous invitez des amateurs dans une école que vous montez pour l'occasion. Qu'est-ce qu'on apprend dans une école de risque? Qui sont vos élèves? Des scientifiques encore? Non, pas forcément. Donc dans l'école, on apprend à prendre des risques, comme son nom l'indique. Voilà. Avec Balthazar, nous ne sommes pas des formateurs, nous sommes des accompagnateurs. Et nous accueillons pour 2 journées danse. Il faut le dire tout de suite. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, il faut... Voilà. 12 personnes. 12 amateurs, en fait, amatrices de théâtre, parce que voilà, qui ont envie de se frotter à cette question et à leur rapport à cette question, à leur rapport au risque. Et on les invite, en fait, à nous, on joue avec ce principe de l'école, cette structure de l'école, avec, du coup, sa partie théorique, sa partie pratique, les modules techniques. Des TP. Des TP, voilà. En plus, maintenant, il n'y a que les TP qui sont autorisés. Donc, c'est les TP qui sont autorisés, donc voilà. Nous, on est très TP, voilà. On fait que des TP. Et il y a un diplôme vous soulevez des problèmes. Il y a carrément, mais ça, il y a un diplôme. Faut pas le dire, mais il y a un diplôme à la fin. Waouh. Et il y a surtout à la fin, parce que le diplômé est celui qui est avec nous à la fin du 2e jour, le soir, participe quand même, est acteur, actrice du spectacle. Il se met carrément en position de risque. Voilà, là c'est le vrai risque en fait. Il est sur scène. Il est là, quoi. Ouais. Sur le plateau. Ouais. Et quel genre de risque on apprend à prendre? On apprend par exemple à quand on prend un risque, il faut savoir adopter des postures et des contre-postures comme au yoga. Par exemple, il faut savoir mettre les pieds dans le plat, mais il faut aussi savoir marcher sur des œufs. Donc ça, par exemple, on apprend ça, à prendre la posture et la contre-posture et à jouer avec ce couple de postures contraires. On apprend à raconter sa vie sous l'angle du risque. Bref, voilà. Beaucoup de TP, on a hâte. Bon, il faut que vous reveniez. Un grand merci à tous les deux. Alors, pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web www.atelier@spectacle.org où vous trouverez plein d'extraits des spectacles dont nous avons parlé et d'actu de la compagnie. Rendez-vous également, on l'espère, à l'automne prochain si les conditions sanitaires le permettent pour retrouver les N+1 en live au Quai des Savoirs. Aujourd'hui, dans la playlist du Quai des Savoirs, je voudrais partager avec vous un coup de cœur pour un petit livre formidable qui est sorti récemment. Alors formidable, parce qu'en cette période de pandémie mondiale qui joue les prolongations, il est capable de vous faire sourire et même éclater de rire au détour de chaque page. Cette potion magique des temps modernes, c'est le département des théories fumeuses, un recueil de dessins de presse du génial Tom Gold, illustrateur et cartooniste anglais. En français, on dirait auteur de bande dessinée. Alors le département des théories fumeuses, il faut imaginer un laboratoire de recherche dans lequel tous les scientifiques auraient pété une pile, autant le dire tout de suite, en termes techniques, ou grillé leur fusible. C'est un département où on s'envoie des cartes de condoléances, du genre « Mes tendres pensées pour votre théorie réfutée », où on travaille sur les téléphones intelligents, mais aussi sur les dessous de verre astucieux, ou sur les porte-savons judicieux, ou encore un laboratoire où la responsable du labo débriefe ses chercheurs en ces termes « C'est très bien de faire des découvertes, de sauver les vies, d'améliorer le monde, Roger, mais vos travaux ne font aucun buzz sur les réseaux sociaux ». L'auteur, Tom Gold, est passé maître dans l'humour absurde. Et pour notre plus grand plaisir, il s'intéresse aussi aux sciences et aux technologies et à la manière dont sont produites et développées les connaissances. Illustrateur de presse, pour des titres généralistes comme The Guardian ou The New York Times, il collabore aussi avec le magazine spécialisé New Scientist, dans lequel il publie chaque semaine un strip, un gag en quelques cases. Le département des théories fumeuses est le recueil de ses dessins, son premier ouvrage sur le monde de la recherche, après avoir caricaturé la culture littéraire et artistique dans ses précédents livres, dont je ne résiste pas au plaisir de vous citer les titres. Il s'agissait de « Vous êtes tous jaloux de mon jetpack » et « En cuisine avec Kafka », Zoo, qui compilait les dessins publiés par Gold dans le Guardian, deux lectures que je vous recommande aussi chaudement.
À travers cette galerie de portraits qui va des savants fous, démoniaques même, aux doux rêveurs, en passant par les expérimentateurs approximatifs et les gaffeurs sachant gaffer, Tom Gold nous propose à la fois un hommage à la recherche scientifique, à l'engagement quotidien des chercheurs et des chercheuses, à leur créativité, leur inventivité, mais il nous invite aussi à regarder les travers, les paradoxes ou les contradictions de nos relations aux sciences et aux experts. Comme dans ce dessin génial qui montre le grand Lucifer lui-même, qui accueille une chercheuse en enfer et qui lui présente Tony, un autre damné, en lui disant « Bienvenue dans l'enfer de la science, professeur, voici Tony. Il a vu un jour un truc sur Internet au sujet de votre domaine d'expertise et il va passer l'éternité à vous l'expliquer. » Pour rire sous votre masque, précipitez-vous sur le département des théories fumeuses, un livre de Tom Gold aux éditions 2024. Et si comme moi, vous devenez vraiment accro, guettez la réouverture du Muséum de Toulouse qui présente en partenariat avec le festival de BD de Colomiers l'expo Tom Gold et ce sera jusqu'au 4 juillet 2021. C'est ainsi que se termine cet épisode du podcast du Quai des Savoirs. Merci à nos deux invités, Michael Chouquet et Balthazar Daninos du groupe N+1. Merci à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux, nombreuses et continuez à faire connaître ce podcast autour de vous. À la prise de son aujourd'hui, Laurent Codoul. Une émission préparée et présentée par Mariette Escalier, Marina Léonard et Laurent Chicoineau. Réalisation Arnaud Maisonneuve. Prenez soin de vous et restez curieux. Ciao!